Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va développer sur le thème des 3 grands principes directeurs dans la vie qui nous aident à faire des décisions. Et il s'agira d'une modélisation, d'une simplification tirée de mes observations cliniques en général. Donc, je vous rappelle que le défi Psychoctober consiste en de l'éducation psychologique qui ne remplace pas une psychothérapie. Comme vous avez vu, je vais vous présenter une modélisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais faire des synthèses de la vulgarisation scientifique, professionnelle, des synthèses reliées à mes observations et je vais me baser sur des principes généralement reconnus. Donc, si au cours du visionnement de cette vidéo, vous éprouvez le besoin d'aller un pas plus loin, soit en me questionnant, vous pouvez utiliser le programme Questions confidentielles que vous retrouverez sur mon site web, je vais mettre le lien en description, ou vous pourrez également peut-être commenter pour inspirer la discussion ou aller un peu plus loin. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je vous invite fortement à contacter un professionnel de la santé. Ce n'est pas obligé d'être moi, ça peut être des organismes communautaires, le 811. Vous pouvez aller sur le site web de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a un bottin, là, c'est marqué « Trouver de l'aide ». Vous entrez des critères de recherche et là, ça va vous donner les pages descriptives des professionnels associés à votre recherche. Donc, ceci étant dit, on va maintenant entrer au cœur du sujet, donc les 3 principes directeurs dans la vie. Donc, le modèle que je voudrais vous proposer, qui n'est pas un relevé de tous les choix possibles, c'est un modèle simplifié qui se veut comme suit. Il y a des gens que dans la vie, leur critère de décision, c'est le plaisir. Il y en a d'autres que c'est la satisfaction. Il y en a d'autres que c'est la cohérence avec des objectifs. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu. J'ai classe dans cet ordre-là plaisir, satisfaction, cohérence avec les objectifs parce que d'une certaine manière, ça a tendance à nécessiter davantage de ressources quand on augmente le niveau de défi et ça aurait tendance à être généralement plus répandu ou plus accessible le premier niveau parce que c'est inspiré de réactions biologiques. Donc, on est tous déterminés par des réactions biologiques, on doit tous dormir, on ne pourra jamais dormir une fois pour toutes là, pendant 2 ans et c'est réglé pour le reste de notre vie. Donc, on ne peut pas non plus manger dans un buffet à volonté, tout ce qu'on veut, puis là, après ça, on n'a plus jamais besoin de manger pour le reste de notre vie. Donc, comprenez qu'il faut faire des petites bouchées, le refaire. Et parmi les soins ou les choses qu'il faut constamment repasser en tant que créature vivante, il y a notre rapport à l'évitement de la douleur, et la recherche du plaisir. C'est quelque chose, moi, je vois souvent chez une clientèle adulte jeune ou quand je recevais des adolescents, je voyais beaucoup ça également chez les adolescents, la recherche de sensations fortes. C'est associé avec la recherche d'avoir du fun, de jouir de la vie, l'intensité. Donc ça serait un facteur déterminant général chez les êtres humains. On évite la douleur et on veut du fun. Donc, veux-tu faire cette activité-là ou pas? Ben, c'est-tu le fun? Oui, c'est le fun, j'y vais, go! Puis il y a même des gens qui vont décider de faire une activité lorsqu'ils sont ancrés dans ce niveau de prise de décision, qui vont parfois même se mettre en danger pour avoir du fun. Je me souviens, les premières fois que j'avais fait cette réflexion-là, c'était au visionnement d'un documentaire sur les débuts de carrière des artistes. Puis là, il y avait des entrevues dans les médias avec des jeunes artistes qui sont rendus aujourd'hui très populaires, qui ont avancé en âge. Puis dans leur début de carrière, on voyait ça, différents bands, ils disaient pas mal toutes la même chose. Donc les journalistes demandaient aux Beatles en début de carrière, alors dites-nous, qu'est-ce qui guide vos décisions artistiques pour pouvoir faire votre musique? Puis on voit les gens des Beatles en interview, ils disent, ben nous autres, tout ce qu'on veut, c'est avoir du fun. Puis après ça, on voyait une autre entrevue avec un autre band qui disait sensiblement la même chose. Donc, la jeunesse portée par le plaisir, la recherche d'intensité. Puis quand on est ancré dans ce niveau-là, ça s'accapare toute la suite de notre expérience. Donc, même si on voudrait raisonner quelqu'un en disant, ben là, tu réalises pas que c'est peut-être dangereux de faire ça, il est possible que l'identification ou l'amour de l'intensité prenne le dessus. On pourrait le comparer avec
le parent qui va dire à un adolescent, tu devrais pas sortir avec ce petit garçon-là, c'est pas le bon petit garçon. Puis là, l'adolescent va dire, je m'en fous, je l'aime parce qu'il me fait vivre des choses. Donc, l'amour de l'intensité, c'est quelque chose qui est normal. La recherche de plaisir, c'est normal. Mais d'une certaine manière, quand on va la tester, ou les gens qui vont l'expérimenter encore, puis voir de manière excessive, pourront découvrir une limite. C'est-à-dire que avoir du fun ou du plaisir intense, normalement, c'est associé également avec une contrepartie ou un mouvement de balancier à l'intérieur de l'organisme qui va tendre à se réguler. On n'a qu'à prendre l'exemple de quelqu'un qui va avoir beaucoup de fun dans un party, là. Il monte l'intensité, boit beaucoup d'alcool, monte l'intensité encore, boit beaucoup d'alcool, veille tard, puis là, le lendemain, là, il est beaucoup dans la souffrance. Puis là, il n'est pas content de se sentir comme ça. Puis il va même bourrasser aux autres autour pour lui dire « Laissez-moi tranquille, je me sens pas bien! » Mais il ne fait pas peut-être l'expérience d'intégration que « Savais-tu que ton pas bien de ce matin, c'est directement proportionnel au gros fun que tu es allé chercher hier? » Et c'est là qu'il faut que l'expérience de l'être humain se fasse, parce que c'est difficile de l'intégrer, cette mesure-là, seulement avec des données théoriques, en lisant un livre sur les bonnes mesures de conduite. Donc, il faut expérimenter et intégrer des choses qu'on ne pensait pas qui allaient ensemble et réaliser que finalement, beaucoup de plaisir peut conduire également avec beaucoup de douleur. Puis là, peut-être qu'en agissant sur la limitation de l'excès de plaisir, on limite également l'expérience de douleur. Puis là, les gens qui travaillent ce genre de niveau de prise de décision-là en thérapie, moi, je leur dis, le but, quand je vous parle de réduction de l'intensité, ce n'est pas de faire une vie plate. C'est juste de savoir encadrer dans quelle mesure vous voulez une expérience de douleur et de plaisir, parce que c'est pas mal lié ensemble à l'intérieur de vos mécanismes adaptatifs, de votre biologie. On n'a qu'à penser au mécanisme d'hyposensibilisation dans le cerveau. Donc, l'hyposensibilisation, ce serait un mécanisme relié avec la diminution de la réception du plaisir. Donc, l'hypothèse biologique derrière ça, ce serait que si vous allez faire beaucoup de plaisir, ça accapare toute votre attention. Mais pendant que vous êtes occupé avec beaucoup de plaisir, peut-être que là, vous n'allez pas voir le lion qui est en train de vous approcher, puis donc le plaisir aurait un pouvoir distractif. Puis dans les mécanismes du cerveau humain, il y a un mécanisme d'hyposensibilisation, il baisserait le seuil de sensibilisation distractif du plaisir, afin de probablement nous permettre d'être plus vigilants aux éventuels problèmes. Et ça, sur cette piste-là biologique, il y a des théories évolutionnistes qui ont été également construites. Et ça serait une des hypothèses, le lien avec le fait que sur les 5 émotions dans le cerveau humain, donc joie, tristesse, colère, peur, dégoût, il y en aurait une reliée au plaisir et 4 reliées avec le non-plaisir ou la douleur ou la perception de menace. Donc, joie, plaisir. Mais trop de joie provoquerait un déséquilibre dans l'importance de détecter les autres menaces. Je vous fais un bref rappel là-dessus. La tristesse, c'est une appréhension qui vise à détecter potentiellement une perte de quelque chose. La colère, c'est une appréhension d'un manquement de respect. La peur, c'est une appréhension de peut-être une menace de danger. Et le dégoût, c'est une appréhension de quelque chose qui n'est pas bon pour soi, qu'il faudrait arrêter. C'est une étape normale. On peut rechercher le plaisir toute sa vie. Puis il y a des gens que ça va être le principe directeur de leur vie. Ils vont vivre une vie d'intensité, ils vont aller loin, ils vont peser sur le gaz beaucoup, puis ils vont peut-être même accepter la contrepartie que si je vais loin dans le plaisir, j'accepte d'avoir beaucoup de lendemain de veille ou la contrepartie de l'hyposensibilisation qu'il faut que j'augmente la dose qui vient parfois avec des symptômes ou des effets secondaires. Mais l'équilibre psychologique, c'est quelque chose de complexe et chacun est libre de déterminer s'il veut poursuivre sur ce niveau-là de décision dans sa vie ou s'il veut aller peut-être un palier d'approfondissement plus loin.
Et là, le deuxième palier d'approfondissement sur les principes directeurs que je voudrais vous soumettre aujourd'hui, c'est celui de la satisfaction. Donc, si le plaisir s'était relié avec des réactions corporelles, quand on parle de satisfaction, on entre dans le monde sentimental. Donc, vraiment dans les vagues, on va dire, de perception sur est-ce satisfaisant ou non, est-ce gratifiant ou non. Donc, c'est comme si c'était dans les constructions du système limbique à l'intérieur du cerveau. C'est comme un peu une arborescence qui se construit par-dessus les structures cérébrales qui s'occupent du rapport douleur-plaisir. Donc, striatum et tout ça, ou les boucles de dopaminergiques. Mais là, sur le plan du sentiment, on va accorder une valeur dans un feeling. Puis ce feeling-là, c'est souvent relié avec la réassurance, l'apaisement, le désamorcement ou désamorçage, on pourrait dire, d'une tension, se sentir sécurisé. Mais je vois souvent d'ailleurs que la satisfaction, c'est quelque chose qui est confondu avec le sentiment de bonheur. Parce que le mot bonheur est polysémique, donc il y a plusieurs sens. Puis, à mon sens, c'est très différent le bonheur et la satisfaction. Donc, comprenez que bonheur et plaisir, c'est encore plus loin, là, selon moi. On va y revenir plus tard à la notion de bonheur. D'ailleurs, je vais me faire la petite note ici. Donc, une personne qui cherche à être satisfait, étant donné qu'on est dans le monde des sentiments, c'est qu'on est encore dans l'appréhension de quelque chose. On n'est pas dans les faits exacts. On n'est pas non plus juste dans une gratification biologique, mécanique. C'est une appréhension de quelque chose. Donc, on voit que la satisfaction est reliée avec l'appréhension d'une valeur. Parce que pour être satisfait, il faut avoir perçu une valeur dans quelque chose. Et la perception de valeur, c'est différent d'une valeur fondamentale. Souvent, je vois des gens qui vont mélanger le niveau de satisfaction avec l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est un principe qu'on va retrouver au troisième niveau des principes directeurs. On va y aller tout de suite, comme ça va vous donner un aperçu de comment on se promène entre les différents niveaux. Donc, troisième niveau directeur de la vie, moi, que j'observe lorsque les gens dépassent plaisir, satisfaction, donc un feeling, ils veulent aller vers l'efficacité ou la cohérence avec les objectifs. Donc ça, ce troisième niveau-là de décision, c'est la personne, elle se dit, moi, je fais l'action si ça fit avec mon objectif, si ça fit avec mes valeurs porteuses, si ça crée de la cohérence. Donc, ils ne se demandent pas c'est-tu le fun ou pas le fun, ou on pourrait dire que c'est vraiment mis comme de côté. Ce n'est pas le premier critère de sélection. Une personne qui fait de la cohérence son guide principal dans la vie, on pourrait dire qu'elle va chercher constamment à se dire, est-ce que mes gestes ici sont en ligne avec mes valeurs? Un peu comme moi présentement, je suis en train de faire une vidéo éducative sur le web. Je trouve pas ça plaisant faire ça. Je trouve pas ça toujours non plus satisfaisant, mais ça fit avec mon objectif. Mon objectif, c'est partager mon savoir de psychologue pour donner de l'espoir aux gens, démystifier la psychologie, rendre la psychologie accessible pour que certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir des services de psychologue, ben, ils réussissent peut-être sur les réseaux sociaux à voir, OK, ça se pourrait que ce soit un peu de ce genre de manière-là pour commencer à amorcer de l'espoir. Donc ça, c'est mon objectif. Ça veut dire que je suis prêt à le faire, même si je ne trouve pas ça toujours agréable, même si je ne trouve pas ça toujours satisfaisant. Donc je peux recevoir toutes sortes de mauvais commentaires en m'exposant sur le public que je n'aurais pas si je restais dans mon cabinet privé où tout est confidentiel. Mais je prends le risque parce que ça fit avec mes valeurs. Donc, comprenez que quelqu'un qui veut se baser sur son principe directeur de cohérence ici, il va falloir qu'il y ait une réflexion de fait sur ses objectifs de vie, sur ses valeurs porteuses, ses aspirations. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectifs dans la vie, puis qui vont vivre, entre guillemets, c'est un exemple, je ne parle pas de systématique, l'exemple là, mais en général, il peut y avoir des gens qui vont vivre d'une paye à l'autre. Ils n'ont pas d'objectif de création de ressources. Pourquoi? Parce que c'est difficile faire un plan stratégique.
Il y a beaucoup de gens qui vont être accaparés par l'insécurité. Donc, on régresse au niveau 2 que je vous ai parlé tout à l'heure, de la prise de décision. Donc, la satisfaction ou l'insatisfaction. Puis là, ils vont être toujours pris dans une espèce de grichement d'insatisfaction intérieure, d'être sur le qui-vive, d'être insécure, d'être pas bien. Puis le fait d'être insécure de manière perpétuelle, même si vous n'avez pas de danger imminent pour votre corps, le fait d'être insécure, ça va bouffer les ressources adaptatives de la personne et ça peut vraiment accaparer la vie entière de l'individu si on ne prend pas le temps de dire un instant, là, il y a de quoi qui ne marche pas, je répète en boucle une insatisfaction chronique, je dois apprendre à me sécuriser. Donc ça, en thérapie, c'est un des enjeux majeurs que moi je vais montrer aux gens. Je vais essayer de leur expliquer les leviers de création du sentiment de sécurité à l'intérieur de soi, comment créer de la satisfaction et non pas attendre qu'elle apparaisse d'elle-même. Puis là, quand on devient responsable sur la création de la satisfaction dans sa vie, ça calme, on va dire, quelque chose. On sort d'une tempête intérieure, ça calme quelque chose et c'est dans ce calme-là que peut apparaître le niveau 3 de faire de la cohérence avec nos objectifs. Donc, je fais un petit recap. Au niveau 1, le critère de plaisir, c'était moi, je fais des choses si ça m'apporte du plaisir, puis je ne fais pas des choses si ça ne m'apporte pas de plaisir. Au niveau 2, moi, je fais les choses si ça me satisfait, si je sens que j'ai un avantage, puis je ne le fais pas si je ne sens pas que ça a de la valeur, que ça a pas de... c'est pas gratifiant. Puis niveau 3, c'est moi, je fais les choses si ça fit avec mes valeurs, mon objectif de vie, ma mission que je me suis fixée, puis je ne le fais pas si ça ne fit pas avec mon objectif. Même si c'est plaisant ou pas plaisant, c'est pas grave. C'est où qu'est le critère décisionnel. Comme vous avez vu, je le présente comme étant un empilage, d'une certaine manière, de niveaux, de complexification des principes directeurs, mais dans la réalité, c'est tout entremêlé, là. C'est juste que la manière que je vous le présente, c'est au niveau de l'exigence des ressources que ça va prendre pour être déployées, qui vont être de plus en plus élevées. Pour le comprendre, on pourrait dire, imaginons un mathématicien, là, il est au niveau 3, là, le meilleur mathématicien au monde. Bien, si il n'est pas bien dans son corps, qu'il se fait maltraiter physiquement, piquer de la broche, affamé, empêché de dormir, vous allez beau lui soumettre un problème de mathématiques simple en lui disant qu'est-ce que ça fait 2 plus 2? Puis là, vous le piquez avec la broche électrique, il va faire ah! Il ne va pas vraiment donner la réponse à la question, même si c'est un super mathématicien. Donc là, je grossis l'exemple pour vous faciliter la compréhension que si vous ne prenez pas soin de votre corps, c'est normal que vous soyez limité dans votre capacité d'établir de la satisfaction, de la sécurité affective. Puis si vous êtes perpétuellement dans l'insatisfaction affective, c'est normal d'avoir de la difficulté à fixer des objectifs avancés. Mais par contre, le corps humain, c'est bien fait. Parfois, ça débloque de l'énergie pour pouvoir avancer une réflexion. Il ne faudrait pas le voir comme étant des catégories ultimes, là, hyper dépendantes, indépendantes l'une de l'autre. C'est des enchevêtrements emmêlés. Sur l'idée d'enchevêtrement ou d'étape, il y avait eu beaucoup de débats dans la littérature scientifique sur la hiérarchie des besoins de Maslow, là, mettons, hein, parce que il y a des chercheurs qui avaient essayé d'étudier l'indépendance de chacune des étapes de la hiérarchie. Puis la conclusion, c'était, il y a des gens qui réussissent à être dans le besoin d'estime de soi alors qu'ils ne sont pas en sécurité. Fait que la pyramide, elle ne marche pas. Bon, premièrement, ce n'est pas une pyramide, c'est une hiérarchie. Il y a juste les gens qui n'ont pas lu Maslow qui parlent de hiérarchie, de pyramide d'ailleurs. C'est une hiérarchie qui disait. Et une hiérarchie de besoins, c'est une tendance, un guide développemental. Puis sur son top, lui, il parlait d'actualisation de soi, donc rendre le soi actuel, ici et maintenant. Bien, mettons qu'on va reprendre cette analogie-là. Plaisir du corps, satisfaction sentimentale, objectif mental. Et là, une fois qu'on est dans la capacité de créer de la cohérence logico-mathématique ici, là, avec mes objectifs, mes gestes, ils fit, bien, peut-être qu'on pourra ouvrir vers le bonheur. À mon avis, le bonheur, comme je l'ai dit, c'est polysémique.
ça peut être vu de différentes manières. Ça a plusieurs sens. Moi, j'aime bien le voir comme étant un phénomène transitoire et temporaire. C'est la bonne heure. Donc, ça ne dure pas longtemps. Si on garde ce principe-là de bonne heure, temporaire, transitoire, on est tout proche de la définition de ce que Maslow appelait l'actualisation de soi dans l'ici et maintenant. Temporaire, transitoire. Le moment présent vient de se terminer. Un nouveau moment présent, c'est super. Mais là, non, il vient de se terminer également. Lui. Un nouveau moment présent. Donc, dans l'éternel présent qui se renouvelle, c'est là qu'on peut avoir, à certains moments donnés, des moments de bonheur, mais c'est pas fait pour rester. J'avais entendu un petit dicton qui disait « Il est dangereux de s'habituer au bonheur ». Parce que si vous le prenez pour acquis, c'est une haute capacité, mais c'est comme si quand vous voyez une fleur s'épanouir, vous dites « Ah oui, ça c'est une fleur parfaite, c'est une fleur parfaite ». Puis là, dans sa nature de fleur, elle va faner. Puis là, vous allez vous dire « Ah, c'est l'échec de la fleur. Ah. » En réalité, si elle a bien fait son travail, dans son moment d'épanouissement, elle va avoir mis de la pollinisation un petit peu partout, puis il va pousser plein d'autres fleurs bientôt. Donc, il ne faut pas forcément juste zoomer sur garder le beau moment d'épanouissement, mais savoir se reconnecter avec le prochain moment présent. Puis là, dans nos principes directeurs, on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui arrive dans notre vie, mais on a peut-être un contrôle partiel sur qu'est-ce que j'en fais avec ce que je découvre devant moi. Puis pour vous simplifier la vie, c'est pour ça que je vous ai fait un modèle simplifié. D'abord, on prend soin de notre corps. Est-ce que je vais trop loin dans le plaisir? Peut-être même que parfois, il faut faire des affaires qui ne sont pas plaisantes. Je ne suis pas en train de vous dire de ne vivre que du déplaisir et de la souffrance et de la douleur. Je suis en train de vous dire que c'est un principe directeur motivationnel, le plaisir. Mais si c'est le seul de votre vie, il est possible que vous rencontriez certaines limites, notamment des répétitions excessives dans la recherche d'intensité. Donc, on ouvre un peu nos œillères en montant sur le deuxième niveau de la satisfaction. Est-ce que ça me satisfait? Puis lorsqu'on sait calmer des choses au niveau de la satisfaction, savoir également faire du contentement. C'est pas la même chose faire un remplissage continu. Des fois, il faut savoir renoncer pour être content dans le contentement. Un vrai choix, c'est savoir renoncer. Puis là, on approche du niveau 3 de créer de la cohérence entre nos valeurs et nos gestes. Je vois beaucoup de choses passer sur le web, notamment des tests qui parlent de l'efficacité thérapeutique, qui vont dire qu'avec un questionnaire de mesure auto-rapporté qui font passer aux clients, mettons, après la rencontre, ou que ça serait une mesure de l'efficacité thérapeutique. En réalité, quand on regarde la composition du test, je parle du Hawthorne présentement, mais le test du Hawthorne, ce sont des questions sur est-ce que vous avez apprécié votre rencontre? Est-ce que vous avez l'impression de vous être senti bien? Avez-vous été compris par votre... Ce sont des exemples fictifs, là, je ne réarrange pas exactement ces questions-là dans le test, mais ce sont des questions de satisfaction. Donc, il aurait plutôt fallu nommer le test de mesure de la satisfaction thérapeutique. Puis, il y a des gens qui peuvent être satisfaits d'une thérapie sans qu'elle soit véritablement efficace. Puis pour mesurer l'efficacité, il faudrait que la mesure, vous soyez suffisamment dégagé d'elle pour adopter des paramètres objectifs. Bien, une mesure d'impression personnelle auto-rapportée, c'est subjectif. La perception que j'ai de ma relation de confiance avec mon psychologue, c'est subjectif, c'est de l'intersubjectivité. Ça peut tendre vers une certaine forme de validité sur le long terme et la répétition. Mais la satisfaction, ce n'est pas la même chose que l'efficacité. Mais ça aussi, c'est polysémique et peut-être que dans les sciences humaines et sociales, c'est encore très jeune comme terminologie pour différencier ces différents paliers-là. Quand on pense que dans la littérature scientifique, il y a parfois des mentions d'émotions et de sentiments comme étant le même concept. Il y a certaines études scientifiques qui vont parler d'empathie et de sympathie, puis c'est la même définition. D'autres vont parler de compassion, c'est la même définition que la sympathie. Donc, les mots, c'est très imparfait pour décrire les expériences humaines.
Puis là, j'essaye de vous aider à vous bâtir un lexique de mots pour pouvoir réfléchir là-dessus. Comme vous avez vu, j'essaie de garder des principes directeurs à travers mes propos, mais j'essaie de rester modéré également. Et je suis curieux de savoir en commentaire maintenant, vous, de manière générale, si vous acceptez de partager, c'est quoi le niveau qui est le principe, on pourrait dire, le plus utilisé pour vos décisions dans votre vie? Possible que vous êtes capable de vous promener sur les 3 étages, c'est bien sûr. Vous êtes capable d'avoir du plaisir, vous êtes capable d'être satisfait, vous êtes capable d'être cohérent avec des objectifs. Mais y en a-tu un des 3 qui est comme le cœur de votre moteur décisionnel? Dites-moi ça en commentaire, je suis bien curieux de savoir ça, on pourra peut-être échanger là-dessus. Je vous répète que si vous voulez approfondir les choses, il y a mon lien pour mon site web en description. Il y a le lien sur questions confidentielles pour répondre à des questions théoriques spécifiques. Et si vous voulez me contacter, vous pourrez également. Si également vous voulez chercher un professionnel de la santé pour vous accompagner, qui n'est pas obligé d'être moi, je vous suggère d'utiliser le site web de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc là-dessus, c'était le Dr Paul Simard, psychologue, et on se dit à demain pour la suite du Psychoctober.